a new radio. Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf ? Bah, pas grand chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Danse avec le Québec ». Alors oui, vous avez le droit de vous dire que question originalité sur ce coup-là, je me suis pas fait un nœud au cerveau. Et j'avoue, c'est pas le top de l'originalité. Sauf que c'est sacrément juste. Car grâce à mon invité du jour, le tellement bien nommé Jean-Marc Généreux, nous allons tournoyer avec toutes les dimensions du Québec. La dimension artistique tout d'abord, évidemment la dimension artistique, tellement frappante ici, la question du rayonnement international et cette incroyable capacité à s'adapter à l'ailleurs sans jamais renoncer à son identité québécoise, la gentillesse et la bienveillance qui font la renommée des Québécois de par le monde et ce que j'appellerais la sincérité des artistes québécois, vous verrez, j'aurai l'occasion de développer un petit peu plus tard. Cet épisode est important, vraiment, car il nous permet de toucher à l'essentiel de ce qui fait que j'aime tant ce pays, à savoir le cœur Québec. Salut Jean-Marc. Bonjour Jean-Michel, ça va bien? Ça va extrêmement bien. Je suis ravi et honoré d'être là et de te recevoir sur Fais-tu frette. J'ai 1000 questions à te poser. J'espère que tu as 2 semaines devant toi. Fais-tu frette. Est-ce que toi, t'as frette, là? On est bien? Alors là, ça va encore, mais au moment où on enregistre, on est fin septembre, et c'est vrai qu'il y a eu une baisse des températures dans les 10 derniers jours. Ça y est, je commence à me remémorer l'hiver. Voilà, j'étais pas forcément pressé. Voilà, j'ai bien aimé l'hiver. Voilà, j'aime les 4 saisons ici. C'est un truc génial au Québec. On a 4 saisons. Tu connais bien la France. Absolument. La France, en gros, c'est 2 saisons. Et oui. Voilà. Et ici, il y en a 4. Là, on arrive dans la période probablement la plus courte, mais la plus belle, à savoir l'automne. Magnifique l'automne. Et c'est vrai, c'est très important et dans nos vies à nous, les 4 saisons, et je pense que ça forge nos caractères. Ça nous aide aussi ou ça nous force à l'adaptation. Et je crois que ça fait de nous des gens différents. Ou des gens qui aiment les variations et donc s'adaptent. Je présume. Ouais, on va en venir parce qu'effectivement, l'adaptabilité des Québécois, et en l'occurrence ton adaptabilité à toi, parce que c'est quelque chose dont on va vraiment parler, tellement elle saute aux yeux. Ton actualité du moment, ça me semble toujours assez marrant de voir résumer ton actualité, tellement ça part dans tous les sens. Il y a foison. C'est fou à quel point les artistes, en tout cas la communauté artistique québécoise, est boulimique de travail. J'ai l'impression de voir que des work addicts qui pourtant ont tous une vie de famille très riche. C'est très étonnant. Actuellement, tu as un livre qui est dont on a pas mal parlé, en tout cas ici, qui s'appelle « Au rythme de mes amours ». C'est aux éditions Michel Lafon. Il va pas mal nous servir de fil rouge. Voilà. Tu es maître, excuse-moi. Wow. Tu es maître à Révolution. Titre que je n'ai jamais choisi, on me l'a imposé. Mais parce que c'est un peu compliqué de dire maître, parce que
À un moment donné, on a une vie, hein, comme tu as évoqué, on a une vie familiale et c'est comme hey, le maître, est-ce que tu irais sortir les poubelles? Hey, le maître, est-ce que tu veux peinturer le mur? C'est un titre pas nécessairement facile à porter tous les jours. Ouais, je veux bien te croire. En tout cas, dans l'émission, tu le portes super bien. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas au Québec et qui n'ont pas la chance de voir Révolution, présentation vite fait de l'émission, une émission, un talent show, concours de danse. Si vous êtes en France, vous connaissez Danse avec les stars. À ceci près qu'ici, ce ne sont pas des danses de salon. En tout cas, c'est pas imposé. On voit énormément de danse contemporaine. Voilà. Clairement, on en prend plein les yeux. Vraiment plein les yeux. Et l'une des particularités, c'est le moment de la révolution, qui est peut-être la seule figure imposée. Si on peut même pas vraiment parler de figure, mais il y a un moment choisi par l'artiste où il va être pris en photo à pur 360. Et ça nous donne des images de lévitation, des images d'une poésie absolument dingue. Ce qu'on a la prétention de faire, c'est d'amener tous les styles de danse sous le même toit. Oui, la danse sportive, communément appelée la danse de salon en France, va être au menu, mais il y a la danse contemporaine que tu as évoquée, la danse classique. Il va y avoir tous les dérivés de la danse urbaine. Et ce qui est intéressant dans ce talent show, comme tu l'as bien dit, c'est la danse au premier degré. Danse avec les stars, c'est la danse pour moi au deuxième degré, parce que c'est des gens qui sont... c'est un défi pour les artistes de toutes les communautés ou toutes les formes de venir se frotter à la danse de salon ou la danse sportive. Donc, danser en couple. Déjà, danser en couple, c'est pas tout le monde qui a fait ça dans leur vie. Et donc... Révolution, pour moi, il y a une évolution par rapport à la prise de conscience de la danse. Et ce qu'on nous demande, nous, en tant que maîtres, c'est de décrypter, d'analyser, donner des clés, non seulement aux téléspectateurs, mais aussi à ceux qui viennent sur notre scène. On veut pas qu'ils repartent les mains vides. On essaie de les aider à évoluer. Et donc... on essaie de faire la révolution de la danse. Eh ben franchement, ça marche, c'est super addictif. J'ai regardé ça parce que je savais qu'on allait se rencontrer, j'étais curieux, et non seulement je suis resté scotché dessus, mais toute la famille est restée scotchée dessus, avec en plus pour ce premier numéro qui a été diffusé dimanche dernier, un final d'une beauté abyssale avec Lazy Legs, oui. un artiste qui est handicapé, qui a une mobilité réduite au niveau des jambes. Et, vous trouverez forcément ça sur Internet, son passage. Le moment de la révolution, donc ce moment où on fait une image à 360 et d'une beauté abyssale. Et pourtant, quand je vais vous le décrire, vous allez dire, bah oui, so what? Je répète, il a une difficulté, une mobilité extrêmement réduite. Il danse d'ailleurs avec des béquilles, bien souvent. Et au moment de la révolution, il se dresse debout, seul, sans ses béquilles. Il est fier, il a une posture de matador, il a un regard lumineux, porté vers l'avenir. Et alors, toi tout particulièrement, elle t'a bien saisi cette image-là. On te connaît souvent pour avoir laissé parler tes émotions et être pris par l'émotion, mais là, c'est tout le plateau qui a été ramassé en même temps. Ah oui, c'était un moment, on va le dire, mémorable. Lazy Leg, Lucas est un gars qui performe partout à travers la planète. Il est en demande. Oui, ses jambes ont vraiment... c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Lazy Leg, parce qu'il ne répond pas à tous les mouvements qu'il veut. Mais son haut de corps est fabuleux. Je veux dire, il est capable de créer des mouvements dans l'espace grâce à ses deux béquilles. Et quand on connaît un peu son histoire, il a 2 petites filles. Et sa deuxième petite fille, il a appris récemment qu'elle avait la même maladie que lui. Et donc, était pour avoir les mêmes défis. Et c'est tellement, cette danse démontre la résilience et aussi la générosité de Lucas de vouloir donner des images impérissables à sa famille. Parce qu'il performe partout à travers la planète, mais il peut pas toujours amener les images. Oui, les images voyagent, mais là, ses 2 enfants étaient présents, ont vu, et sa femme était présente. Et ont vu la performance. Et pour lui,
que ça s'arrête aujourd'hui, demain ou après-demain, son cadeau est fait. Il a déballé sa boîte. C'est un tueur à gages, c'est un danseur émérite. Et on lui souhaite la plus grande continuité sur notre tribune. Mais ça, on verra au fur et à mesure des épisodes. Mais cela dit, pour moi, c'est un exemple. Quand les gens se disent « Ah, moi, j'ai 2 pieds gauche, 3 pieds gauche », lui a fait la preuve que ça prend pas juste des pieds pour danser. Ça prend un cœur, ça prend une passion, ça prend une motivation. Et il le prouve à chaque fois qu'il monte sur scène. C'était absolument fou. Et des artistes encore, étonnants, bluffants. Tu nous en présentes aussi sur France 2, en France, voilà, parce que monsieur a une vie un peu partout sur la planète, sur France 2, sur l'émission Spectaculaire. Absolument. C'est un drôle de phénomène, cette émission qui m'a été offerte sur un plateau d'argent par la directrice de programme de France Télévisions, Alexandra Redamiel, qui m'appelle en plein milieu de pandémie. On est en 2020. Et j'ai un gros questionnement de qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, on m'avait fermé toutes les portes. Je me sentais presque la COVID. Je pensais que j'étais le virus. Parce que moi, je mets les gens ensemble qui viennent de bulles différentes. J'étais celui que tout le monde ne voulait plus parler parce que la danse était dans les activités les moins recommandées. Et donc, mon champ d'expertise tombait complètement à l'eau. Et là, je reçois un coup de téléphone d'Alexandra Redamiel qui me demande « Comment t'entrevois ton avenir en France? » Ben là, je me dis, déjà à la fin de 2019, on finit Danse avec les stars et la BBC, qui est mon employeur principal, me dit on ne sait pas si on va y retourner, ça va être compliqué. Après la saison 10, on verra. Et là, la pandémie fait rage. On apprend, et on m'appelle, on me dit Jean-Marc, il n'y aura pas Danse avec les stars cette année, c'est sûr. Et je pense que on ne sait pas s'il y en aura jamais. Après, on a fait 10 belles saisons. S'il y a quelqu'un qui te fait une offre, vas-y. Fonce. Vas-y, la tête tranquille. Donc, comme par magie, un mois plus tard, je reçois le coup de téléphone et on m'offre d'incarner ce programme qui est basé sur les performances de spectacles vivants. Donc, jongleur, magicien, chanteur, danseur, tous les secteurs où on peut être témoin d'une performance bluffante. Et c'est drôle, après avoir parlé avec les BBC, tout ça, j'accepte. Et je commence ce truc-là qui m'a rempli de joie d'être l'animateur de cette émission qui va revenir bientôt. On a 2 épisodes déjà tournés. Okay. Mais le format a changé beaucoup parce que je la co-anime maintenant avec Cyril Ferraud. Okay. Un génial jeune homme oui, qui est plein d'énergie comme moi. Mais je le dis très candidement, hein? Je vais le dire bien candidement, mais bon. Lui, pour moi, c'est le Alain Delon, puis moi, je suis le Jean-Paul Belmondo. On me fait faire toutes sortes de trucs. On m'accroche à 3 mètres de haut, à 10 mètres de haut, à 15 mètres. En tout cas, bref, les gens vont être, j'espère, ravis de voir cette nouvelle formule de spectaculaire qui s'en vient, là, je sais pas, dans les mois qui viennent. Bon, en tout cas, le duo d'animateurs sur le papier, parce que j'ai évidemment rien vu de la nouvelle saison, mais sur le papier, Ferraud, généreux, ça sent plutôt bon. Sauf que avant d'arriver à tout ça, tu l'as dit, TF1, la BBC, TVA, maintenant, donc notoriété, c'est ce que j'ai découvert en parcourant ton livre que je m'excuse, pas pu lire en entier pour l'instant parce qu'on a calé l'émission un peu vite, mais j'ai découvert et j'étais vraiment très surpris que le gros de ta carrière jusqu'ici s'est fait dans l'anonymat. Alors attention, l'anonymat relatif, c'est-à-dire que pas dans l'anonymat de la danse, dans la danse très vite avec ton épouse, vous êtes devenus des références avec France, d'ailleurs, avec France. Ben oui. Le prénom, enfin, on y reviendra. C'est un long parcours quand même. On a eu la chance de performer au moins pendant 30 ans, côte à côte. On a défié la gravité, on s'est promené, on a fait 3 fois le tour du monde en compétition, en spectacle ou comme chorégraphe. Elle a toujours été à mes côtés jusqu'à temps qu'on ait un diagnostic un peu difficile à accepter de ma fille.
Francesca, qui est atteinte du syndrome de Rett, qui à partir de ce moment-là, France, elle a pris la sortie 22 et elle s'est dit, moi, je vais être une mère à part entière. On avait déjà un fils, Jean-Francis, qui avait besoin aussi de notre présence. Et moi, j'ai décidé de me reformater en tant que, pas jamais comme danseur soliste, mais à prendre des boulots où j'avais pas besoin France à toutes les 2 minutes, parce que jusqu'avant le diagnostic de Francesca, vraiment, mon nom était, c'est un nom composé qui s'appelait Jean-Marc France. Et il y avait 2 traits d'union. Il y avait Jean, trait d'union, Marc, trait d'union, France. Je ne vivais pas, je ne respirais pas, je performais pas sans elle. C'était non seulement la femme de ma vie, non seulement ma muse, mais c'était mon âme et mon cœur. Et elle, une femme solide comme elle est, dédiée, a décidé de ne plus performer. Et donc, c'est là où je me suis doit être un brise-cœur pour elle, parce que je l'imagine, tel que tu me l'as décrit, comme étant aussi investi, passionné, dédié à son art, qui a représenté 30 ans de sa vie. Oui, ça? France, c'est une olympienne. Elle avait le même régime que les plus grands athlètes, la même détermination, la même résilience qu'elle applique aujourd'hui à ma fille et à mon fils. 34 ans mariés, moi et elle. Bravo. Et c'est là que tu parles d'anonymat. Dans le monde de la danse sportive, sans faire de comparatif boiteux, mais on était des personnes qui symbolisaient un peu le couple solide, l'image du couple canadien qui performait partout à travers la planète et qui portait les couleurs l'unifolié le plus haut possible. Et c'était définitivement très compliqué de faire certains choix parce que sortir de cet anonymat-là et me retrouver dans l'audiovisuel, l'expression n'est pas bonne, mais mainstream, le côté grand public, parce que la danse sportive, c'est très niché. Il peut y avoir une compétition de danse internationale avec 28 pays, 3000 personnes qui dansent et personne ne va le savoir, ça va être au coin de la rue. C'est un peu le comparatif à personne ne connaît vraiment le champion de fléchette du Canada ou le champion du javelot. C'est des gens qui méritent d'être connus, mais c'est pas grand public. Et la danse sportive n'est pas nécessairement grand public. Et sortir de ce domaine-là et me retrouver sur des tribunes, des plateformes, des réseaux, des grands réseaux comme de télévision comme TF1 ou Fox aux États-Unis. Et après, graduellement, plus tard, très tard dans ma carrière, me retrouver sur TVA, c'est très drôle de jamais s'empêcher de rêver, je pense. Ouais, ça c'est sûr que t'es arrivé parce que comment dire, il y a des millions de personnes qui rêvent de faire carrière, de briller à la télévision demain, de rentrer dans les médias, qui n'y arriveront jamais. La vie a fait que il a fallu que tu ouvres cette porte et tu l'as ouvert, mais alors brillamment, avec quand même une singularité, je trouve, c'est qu'au final, tu as été reconnu médiatiquement, j'allais dire, et très bien reconnu, mais en dehors du Québec, d'abord. Totalement. C'est fou de se dire que Jean-Marc Généreux, très vite, à partir de ce moment-là, devient quelqu'un de connu, de reconnu, donc au-delà du cercle de la danse aux États-Unis, parce que ton émission était juste diffusée sur Fox, c'est pas franchement un petit réseau, repris également sur le Canada anglophone, sur le Canada francophone de manière un peu plus confidentielle, mais après tu es sur TF1, alors là, moi c'est là où je t'ai découvert, forcément. Ça explose total. Pour ceux qui n'auraient pas suivi dans Danse avec les stars, Jean-Marc, c'est le gentil. Chris, si tu nous écoutes. Et ça, j'aimerais bien savoir, ça fait quoi de se dire à un moment donné qu'on
qu'on acquiert cette reconnaissance partout dans le monde et d'une certaine manière, sauf chez soi? La notoriété j'ai toujours dit que la notoriété dans le monde de l'audiovisuel est très souvent éphémère. Donc, dans le monde de la danse sportive on a œuvré pendant des années, France et moi, on s'est toujours dit qu'on était champion d'un soir. Donc, le lendemain, on remet les souliers, on retourne dans la salle de répète et bon, ça a duré pendant des années. On est heureux des résultats qu'on a eus, mais on les a pas volés, on les a travaillés. Mais après, on se dit, on aurait toujours pu se faire déclasser ou enlever de notre piédestal. On n'a jamais rien pris pour acquis. Donc, moi, j'ai jamais pris pour acquis la notoriété. Ce que je faisais dans un pays, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qu'on peut faire, un rayonnement, un impact sur des millions de personnes, mais qui restent locales, d'une certaine façon. Ce que j'ai fait avec les États-Unis sur la Fox, restait aux États-Unis, avait un certain rayonnement au Canada anglais, mais c'était bref. Après, quand j'ai fait So You Think You Can Dance Canada, wow, j'ai eu un rayonnement majeur du côté du Canada anglais, mais les États-Unis avaient aucune référence de ça. Quand j'ai fait Danse avec les stars pendant 10 saisons, je me suis amusé, je me suis éclaté, ça m'a fait faire du cinéma avec Thomas Langman, j'ai fait des apparitions dans des fictions, des trucs comme ça, mais ça reste en France. Et quand je revenais dans mon Boucherville, dans mon Québec natal, personne m'embêtait à l'aéroport, personne me demandait un autographe ou une photo, un selfie. Ah, c'est sûr que ça devait te changer de Paris. Mais il faut se dire aussi, si des gens connaissent ou ont le bonheur et l'opportunité de rencontrer ma femme, France, ils vont rencontrer quelqu'un de tellement terre à terre, de quelqu'un de tellement bien construit que tous ces événements-là, toutes ces lumières, les paillettes, les Pierre Durain, les cris, les oh là là chihuahua, où est ça, j'achète, elle sent Balek. Elle sent Balek. C'est tout. C'est comme ça, bravo, mais quand tu reviens à la maison, oui, il faut aller tondre le gazon, il faut le peinturer ce mur-là, et c'est tout. Et du coup, est-ce que tu as hésité justement quand TVA t'a appelé? Ah non. Parce que ça t'exposait, là, pour le coup, dans ton Boucherville. Les voisins te connaissent maintenant. Il faut pas tourner l'histoire à l'envers. C'est moi qui ai appelé TVA. D'accord. Ça, c'est une histoire qui est... Bon, c'est vrai que dans ma carrière, j'ai pas eu vraiment à faire d'audition. On m'appelait pour faire des trucs. Et là, je me retrouve, et c'est écrit dans mon livre, et je vais le résumer brièvement, mais je vais voir Éric Antoine, qui est un magicien que j'aime beaucoup, qui était au Saint-Denis, il faisait sa performance. Je vais aller au parcomètre, je paye le parcomètre. Et là, il y a une dame qui vient me dire, « Monsieur Généreux, il va y avoir un nouveau show de danse à la télé, et c'était sur Facebook, ça va s'appeler Révolution, et il disait, qui vous feriez la suggestion par des juges? Ben, j'ai écrit votre nom, Monsieur Généreux. » Et là, ça m'a vraiment fait mal dans les genoux. J'ai plié et je me suis dit, ah non, c'est pas vrai. Il n'y aura pas un show au Québec. Et puis, moi, je serai pas là, c'est pas vrai. Donc, je fais des recherches. Bref, je rentre en contact avec Guy Villeneuve, qui est le producteur, et Fairplay, qui est la maison qui mettait ça de l'avant, avec Québécois Contenu. On me rencontre. Contre toute attente, on me rencontre. Mais dans l'histoire, Fairplay et Révolution ne cherchaient pas nécessairement un gars pour le siège de maître au niveau de la danse sportive, au niveau de la danse de couple. Ils cherchaient plutôt une femme. Donc, j'avais pas le bon équipement. Quand même, j'aurais eu le plus beau sourire. C'était pas ça qu'ils cherchaient. Sûr, il t'en manquait 2-3, ouais. Et il s'est passé dans le livre, je l'ai écrit en long et en large, mais il se passe plein de choses. Puis à la fin, ben, c'est moi qui ont choisi pour le siège de maître. Mais c'est pour ça que
c'est le fun d'avoir cette conversation avec toi, Jean-Michel, parce que les gens vont penser que révolution, c'était de l'acquis pour moi, et c'est pas vrai. Moi, ça m'aurait semblé une évidence. Non, mais... Si j'avais moi qui suis arrivé ici au Québec, si j'avais dû monter un talent show sur la danse, mais t'es la première personne que j'aurais appelée. Oui, mais il fallait me connaître pour ça. Et quand moi, je te connaissais. Quand t'es le plus connu des inconnus, dans ton propre bled, dans ton propre pays, ça devient compliqué, mais c'est pas grave. L'histoire, elle s'est bien terminée. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, c'est pour ça que je me dis, je m'empêche pas de rêver. Un jour, je l'espère, faire beaucoup de fiction, faire du cinéma, parce que la seule chose que je demande, c'est donnez-moi une chance. Parce que c'est arrivé plus qu'une fois que quand on m'a donné la chance, ça n'a pas pu marcher, on va dire. Ouais, en tout cas, moi, je me souviens de tes apparitions en tant qu'acteur. Alors, j'ai pas vu le film, par contre, je t'ai vu dans Nos chers voisins, si je ne dis pas de bêtises. T'es très bon, mais vraiment très bon dedans. Voilà, il y a de la réplique et tout, et c'est un vrai jeu d'acteur. Donc, c'est drôle que tu dis ça parce que Jean-Michel, c'était mon audition pour faire Star 80 la suite. Ah oui? Thomas Langman, il est sur son canapé avec sa petite fille, Lou, et puis il regarde ça, mais il dit ça, c'est le gars que ça me prend pour mon prochain film. Et là, sa fille lui dit, ben c'est Jean-Marc Généreux. Ben c'est qui Jean-Marc Généreux? Il fait Danser avec les stars. Ben c'est quoi Danser avec les stars? Et là, d'un coup, c'est parti en vrille et je me suis retrouvé entre Richard Anconina et Monsieur Timsit et Patrick Timsit, et c'est ça. Bravo. C'est fou. Ouais, c'est absolument dingue. Pour revenir justement sur cet épisode où il a fallu que toi, tu appelles TVA. Donc, on revient sur le fait que tu étais beaucoup plus connu à l'international qu'ici. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose... Je voudrais savoir si ça te semble caractéristique des artistes québécois. J'ai l'impression que vous avez une capacité à aller à l'international qui est absolument dingue, naturelle, et pourtant, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que tous les artistes québécois que je vois en France, ou même maintenant quand je regarde la télévision américaine, on sait rarement par eux-mêmes qu'ils sont québécois, pourtant on le devine tout de suite. Il y a un truc, c'est-à-dire que l'identité est toujours là, elle est toujours revendiquée, mais vous êtes à l'aise, mais alors, partout dans le monde, à tel point que toi, tu as été à l'aise d'abord partout ailleurs que chez toi. Mais je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais dans mon cas à moi, parce que je vais parler de mon expérience personnelle, la danse sportive, on apprend à faire 10 danses. Cha-cha, rumba, samba, paso doble, jive, valse, tango, foxtrot, quick-step, valse viennoise. Et dans chaque danse, il y a un ADN, il y a une recherche à faire pour pouvoir la danser. Et c'est comme une formation de théâtre en réalité. Parce que tu peux pas avoir, je dis pas le même sourire, mais tu peux pas avoir la même intention si tu danses une valse où c'est langoureux et c'est amoureux avec un paso doble où c'est la confrontation. Donc, il faut être capable de changer et s'adapter en l'espace de quelques mots du maître de cérémonie qui annonce la prochaine danse. Il faut déjà reprogrammer ton corps et changer et être prêt à attaquer la prochaine danse. Ça, c'est une formation qui est physique, qui est très importante. Il faut que visuellement, ta silhouette se transforme. Et donc, si tu es capable de t'adapter avec ta silhouette, ben, des fois, le reste va suivre plus facilement. Après, au Québec, on a des exemples, des monstres du théâtre, du chant, de l'animation. On n'a rien à envier, on respecte tout le monde, mais on est comme des... comment je remets ça? On a comme une formation militaire au niveau artistique et ça nous force à une certaine concentration. Et quand on regarde nos prédécesseurs, on se dit, on a des souliers assez grands à chausser. Allez, on les remplit, on va essayer de faire le mieux qu'on peut. On le sait qu'on a une réputation de bienveillance, de travailleurs acharnés, de bons vivants. On le sait qu'on a cette réputation-là, donc on n'essaye pas de foutre la merde. Tu sais, ça serait facile de se prendre pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas ça. Il y a aussi une chose qui nous unit tous, c'est qu'on est tellement respectueux
de la chance qu'on nous donne. Moi, chaque fois que je croise des Québécois sur des plateaux en France, et je le vois ici aussi, personne ne se prend la tête. Tout le monde veut travailler. Tout le monde veut que ça se passe bien. C'est pas été le cas dans tous les pays où les producteurs, les réalisateurs deviennent un petit peu caractériels. Nous, ça arrive moins ici. Ouais, ça ne m'étonne pas. Mais moi, tu vois, c'est ce qui m'étonne le plus. Alors, ça m'étonnait déjà quand j'étais en France et que je regardais le Québec de loin. Ça m'étonne encore plus depuis que je suis là. Le Québec, c'est un petit pays. C'est un petit pays en termes de population. On est à 8 millions d'habitants. C'est plus petit que la seule région parisienne. Mais alors, la capacité de ce petit pays, en tout cas par le nombre de populations, à générer autant d'artistes de qualité, il ne va pas y avoir un seul talent show en France sur lequel il ne va pas y avoir par émission au moins un ou deux Québécois. Jamais. Mais quel que soit là. Pareil aux États-Unis. Et moi, quand je vois ici, que j'arrive et que je commence à regarder les chaînes de télévision, les chaînes de radio, mais la production québécoise, c'est hallucinant. Nous, en région parisienne, il y a, hormis les chaînes de télé nationales, il y a 2 chaînes de télé, on va dire, régionales, et franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ici, mais il y a des chaînes partout, en plus des gros networks. Il y a plein de chaînes variées qui ont une vraie audience, qui ont une vraie qualité de programmation. D'où, à ton avis, toi, parce que t'en es le produit, clairement, voilà. D'où vient cette passion pour l'art, pour la création, d'une manière générale? Ça devient d'où le talent québécois? J'ai comme l'impression que nous, on est les Gaulois de l'Amérique du Nord. Donc, on a un druide, on a eu des druides qui nous ont remplis de potions magiques, qui nous ont fait croire en nous. C'est sûr qu'on peut parler de clash politique, on peut reculer et dire que le Québec a dû s'affirmer à travers différentes prises de position. Mais moi, j'adore cette province, mais j'adore aussi mon pays. Moi, je me sens aussi, je me sens très à l'aise en Colombie-Britannique, comme sur l'île du Prince-Édouard. J'ai eu la chance et le privilège de performer dans les 10 provinces de mon pays, dans les 52 États des États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie. Donc, je pense que à la base, pas se prendre la tête et pas se prendre pour quelqu'un d'autre, ça l'aide à faire face à une vraie réalité. As-tu un vrai talent ou t'as pas un vrai talent? Est-ce que il y a des gens qui naissent avec un talent naturel et d'autres un talent travaillé. Nous, on accepte les deux au Québec. On n'est pas comme, ah oui, mais toi, tu ne fais pas ça, toi, t'as pas fait ça. Non, non. Il y a un peu moins, c'est un peu moins castrant ici, au Québec, que ce l'est dans d'autres pays du monde. Autrement dit, c'est moins compartimenté. Ah, t'es animateur, ah, tu peux pas être chanteur. T'es chanteur, tu peux pas être acteur. T'es acteur. On prend l'exemple des humoristes, là. Les humoristes, aujourd'hui, font tout. Et c'est merveilleux. Puis, je crois aujourd'hui que si t'as envie d'être comme un Rubik Cube, là, un cube Rubik, et aujourd'hui d'être rouge, et le lendemain être blanc, puis l'autre journée t'es bleu, puis l'autre journée tu veux être jaune et vert. Bref, tu peux choisir ta couleur et tu seras pas dénigré. Après, c'est pas synonyme de succès. Puis ça, c'est une chose, puis je vais revenir souvent sur ce mot-là, le mot rêve. Puis ça, je crois que ici au Québec, très souvent, on t'empêche pas de rêver. Ça veut pas dire que ça tournera pas en cauchemar. Ça, c'est très important. Parce que il y a une douche de réalité à un moment donné, il y a des portes qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment. Mais à la base, je pense qu'on comprend vraiment le sens du mot être libre. Après, libre vient avec des conséquences. Moi, je peux, si je veux mettre à briser toutes les fenêtres, si je veux dans un centre d'achat, je suis libre de le faire, mais ils sont libres de m'arrêter puis de me mettre en prison aussi. Et donc, je pense que la liberté artistique ici, on la connaît, on l'utilise, on l'exploite et on l'importe. Et puis, on l'exporte. Parce qu'on prend souvent, on regarde une idée, on dit, ah ouais, mais pas qu'on peut la faire mieux, mais on va la faire à notre sauce. Puis après ça, on la prend, on le renvoie
Bref, on est ouvert sur l'échange artistique. On est aussi ouvert à applaudir les autres. On n'est pas comme, nous, on fait pas ça. Nous, on fait pas ça ici. Non, nous, on fait... Non. Ça veut pas dire qu'on va le faire pareil, mais on va probablement mettre un œil, puis le mettre un peu à notre bouche, en utilisant les forces du terroir artistique. Et on verra ce que ça donnera. Mais on pense à plein de succès au niveau cinéma qui a été utilisé dans d'autres pays après. Moi, je trouve que c'est merveilleux. On est une terre fertile en émotions et en désir de s'ouvrir sur la culture. C'est vraiment marrant l'exemple que tu viens de prendre avec les humoristes. Alors, je sais pas si tu as regardé la même émission que moi ce matin. Il y avait Salut Bonjour, voilà, et à Salut Bonjour, qui est le télématin. Anthony Cavana. Exactement, Anthony Cavana. Très connu ici, très connu également en France. Et en France, on l'a vu dans de multiples émissions, notamment l'Energy Music Awards, où il présentait, où il chantait, c'est vraiment le showman, je veux dire, à l'américaine, à la nord-américaine, comme on dit, un talent hors norme. Et là, ce matin, il était donc à l'émission Salut Bonjour, l'équivalent de Télématin, grosse audience tous les matins, pour présenter la sortie de son album. Voilà, il se lance dans la chanson. Alors, on le connaissait déjà chanteur, mais cette fois-ci avec des compositions originales, quelque chose de plutôt, franchement, très sympa. Voilà, tous les exemples, vraiment bien. Les sons sont super bons. Super bons. Et ce qu'il disait, c'était que il le lançait là d'abord au Québec, il le lançait aussi en Suisse. Il y avait un autre pays aussi. Par contre, il le lançait pas en France. Parce qu'il s'est dit, en France, tant que je n'aurais pas obtenu un succès avec mes titres à l'extérieur, au Québec ou en Suisse par exemple, en France, je serais toujours pris comme celui qui fait, il se fait plaisir, mais c'est pas sérieux, et c'est pour son ego. Alors qu'ici, mais ça passe crème, et effectivement, tous les artistes, tu le disais très bien, on les voit tous faire de multiples choses. J'entends une pub à la radio pour un chanteur très populaire ici, Marc Dupré, qui très sérieusement nous explique qu'il vient de lancer une marque de jeans, je crois, et qui invite les gens. Et c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a personne qui va dire, non. Et Marc Dupré était connu comme imitateur au début. Ah bon? Ah oui. Marc Dupré était un grand imitateur de toutes sortes de voix. Des fois, je l'écoute, je me dis, lui, il pourrait nous bluffer puis partir dans tous les sens. Ouais, c'est un génie. Il faisait de l'humour, il faisait de l'imitation, très, très pointu en plus. Mais c'est ça, c'est Marc Dupré. Ouais. Et aujourd'hui, c'est l'auteur, compositeur, interprète. C'est un monstre aujourd'hui. C'est absolument dingue. Il y a plein de choses qu'il fait, qu'il développe. Et Anthony Cavana est un exemple, mais frappant, de quelqu'un qui représente une culture aussi un peu différente de par c'est gigantesque ce gars-là, et puis mais il est capable de t'amener dans l'américain, dans le canadien, dans le québécois, juste avec un claquement de doigts. Et il peut chanter, danser, il est humoriste, il est acteur, il était aussi, il a prêté sa voix à des films d'animation. Ouais, il peut absolument tout faire. Et là, c'est drôle parce que son mini-album s'appelle Finally. C'est que, finalement, vous allez tout obligé de m'apprendre comme chanteur. C'est merveilleux. C'est ce qu'il disait. Il disait que Anthony Cavana. Ça fait 30 ans qu'il a envie de le faire, cet album. Oui. Et là, il le fait. Voilà. Parce qu'ici, c'est possible. Ici, c'est possible. Je vais donner deux exemples qui moi, m'ont marqué depuis que je suis arrivé. Un exemple très personnel. Ma petite dernière qui a déjà fait cette émission, vous avez un point commun, vous avez tous les deux fait l'émission, que j'avais interrogée il y a quelques temps, elle va bientôt faire sa rentrée au secondaire. Ah bah oui. Donc voilà, elle est en train de regarder tout. Et là, je vois que dès le secondaire, donc le secondaire, ça correspond pour mes amis français à la 5e, grosso modo l'entrée au collège en France. Ici, dès le secondaire, dans tous les établissements, on lui demande si elle va plutôt partir en section artistique, en section robotique, en section danse. Enfin voilà, justement toute cette partie talentueuse. Alors attention, il y a des exigences, il y a des examens d'entrée, c'est pas n'importe qui. Mais ceci, dès le plus jeune âge, c'est reconnu, c'est cultivé. Et s'il y a un talent, croyez-moi qu'on va l'arroser, qu'on va pousser c'est une option possible. C'est une option possible qui est donnée à la portée des enfants. Et pour moi,
ça va contribuer à éliminer le décrochage. Parce que, on va se le dire, il pourrait avoir autant de professeurs que d'élèves. Parce que on n'est pas tous faits et on n'apprend pas tous de la même façon. Mais quand on a un programme qui est rigide, parce qu'il faut que ça passe par là, puis qu'on est dans l'armée, allez, il faut qu'on parte du pied gauche, ben, il y a des personnes qui partent du pied droit et ils se font regarder de mauvaise façon. Donc déjà, au secondaire, s'ils peuvent avoir une option qui est plus une option au niveau artistique, culture, que ce soit en lettres, que ce soit, comme tu as mentionné, en robotique ou en mathématiques, il y a tellement de champs d'exploitation que si déjà dans un... Ils peuvent changer d'idée après, là. Oui, c'est ça. Parce que le noyau de base ne changera pas. Français, maths, anglais, ça changera pas. Tout le monde Géographie, histoire, ça, il faut que ça reste. Puis après, ben, comment tu enrichis ta journée qui te prépare ce que tu veux faire dans la vie ou te fait réaliser que tu veux pas faire ça. Mais pourquoi il faudrait attendre à 18 ans puis à 19 ans pour dire « Ah, enfin, je peux choisir. » Et là, tu dis « Ah, mais j'aime pas ça. » T'as perdu beaucoup de temps, je trouve. Ouais, perdu beaucoup de temps. Et puis, alors, moi, je pense que j'avais pas beaucoup de talent inné, mais j'ai eu l'impression que peut-être le peu de talent que je pouvais avoir dans certaines matières ou certains domaines artistiques, ne pas l'avoir développé, nourri plus tôt, fait qu'en gros, à 20 piges, c'est pas qu'il était plus là, mais qu'il était plus... je pouvais peut-être plus le faire éclore. Et là, dès le plus jeune âge, c'est encouragé, c'est valorisé. Oui. C'est vrai. Je pense que valoriser, c'est un très, très bon mot pour dépeindre cette situation-là. Mais après, il y a une autre chose aussi, c'est qu'il faut que les parents jouent le jeu. Parce que souvent, on prend des choix pour nos enfants. Et donc, je pense que dans cette formule-là, il faut apprendre à les écouter, puis faire confiance à l'évaluation aussi. Parce que si après premier trimestre, deuxième trimestre, ça va pas, il faudrait peut-être penser l'année prochaine, revoir un peu la direction. Après, je pense que encore une fois, si le noyau est fort, tout ce qu'on va enrichir, puis après, il s'agit de travailler. Ouais. L'autre point, alors ça c'était l'exemple personnel, et l'autre point moi que j'ai remarqué depuis que je suis arrivé, et qui a été vraiment très surprenant pour quelqu'un qui vient de France, dans un univers très compartimenté, c'est de voir qu'ici les artistes, à partir du moment où ils sont en développement, toutes les portes sont ouvertes. Et je m'explique. Il n'est pas rare de voir un présentateur d'une émission sur TVA, mais présenter une autre émission sur Télé-Québec, être chroniqueur dans une autre émission sur Ici Canada. C'est-à-dire, alors qu'en France, bah, tu le sais bien, quand tu es sur France 2, en gros, tu as accès au service public, mais les portes sur TF1 commencent à devenir un petit peu fermées. Sur M6, pareil, tu peux être invité, mais compliqué, voilà. Au mieux, tu seras invité, mais tu travailleras pas. Là, non du tout. C'est-à-dire, ok, tu développes un talent ou une activité sur une chaîne, mais tu peux aller faire d'autres choses, tu peux aller faire du cinéma, tu peux aller faire ta promo ailleurs et tout. On sent qu'il y a presque une sorte de dynamique collective en disant, allez, on arrête les batailles de clochers. À un moment donné, ce qu'on veut, c'est que nos artistes se développent, se nourrissent, fassent de nouvelles expériences, et où que ce soit, c'est bon pour tout le monde. Dans tout cet exemple, je pense que le mot nourrir est très important au sens propre et au sens figuré. C'est bien qu'il y ait moins de batailles de clochers, et travailler, ça t'aide à nourrir ta famille, et travailler te nourrit artistiquement. Je pense que les producteurs et les grandes chaînes ou les grands patrons de chaînes ont réalisé ça ici au Québec, ça fait longtemps. Après, c'est sûr et certain qu'il y a des animateurs qui ne changeront pas de chaîne. C'est normal parce que ils sont bien nourris, ils sont bien servis par la chaîne en particulier, mais ils ne verraient pas d'un mauvais œil si une opportunité se présenterait de l'autre côté. Mais tant et aussi longtemps qu'ils sont bien dans une chaîne et qu'ils ont du travail et des opportunités d'explorer et d'exploiter leur talent, ils vont rester là. Mais s'il y a d'un autre côté, s'il y a pour une saison, parce qu'on sait très bien que c'est pas toujours une émission pour la vie qu'on va faire. C'est pas toujours, ça va pas durer 20 ans puis 30 ans.
comme il y a déjà eu des émissions dans le passé. Donc, la grille horaire change. Et moi, je trouve que ce que tu mentionnes, ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les maisons de production qui créent des programmes pour plusieurs jeunes. Et ça, je trouve ça génial. C'est important que tes patrons, eux aussi, ont envie d'aller travailler sur le service public ou aller travailler dans une grosse boîte comme TVA et il y a une opportunité, il y a une case horaire à nouveau, ben on va créer quelque chose pour ça. Et là, pas nécessairement les appels d'offres, mais les opportunités arrivent et les coups de téléphone commencent à se faire et je trouve ça intéressant. Et tu as raison, c'est beaucoup plus facile de chevaucher et de changer de chaîne ici au Québec que celle-là en France. Ouais, plus et facile. aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, pareil? Ben oui. Ouais. Moi, l'exemple, je l'ai très vite remarqué ici, mais ça a été flagrant avec une personne que je vais nommer, Mélissa Bédard. Oui. Qui visiblement s'est fait connaître ici comme chanteuse il y a quelques années en participant à Star Academy, qui continue sa carrière de chanteuse régulièrement. Je l'ai vu, je l'ai même vu de manière assez émouvante il y a un an, après le décès de Joyce Echequan, puisqu'en plus aujourd'hui c'est la journée du souvenir au moment où on enregistre. Donc c'est vraiment une grande voix, vraiment une grande interprète. Et en même temps, sur chaque chaîne de télévision, TVA entre autres, mais pas que, un peu partout, on la voit développer ses talents. C'est vraiment la notion pour moi d'artiste en développement. Je la vois actrice, je la vois chroniqueuse dans des sujets un peu lourd, chroniqueuse dans des sujets extrêmement légers, plutôt du genre comique. Et voilà. Et ça, ici, on sent que c'est comme si, j'allais dire, tous les producteurs du Québec, tous les diffuseurs s'étaient dit, on va en faire une star. On va en tout cas l'aider à trouver sa voix ou ses voix, puisqu'il y en a certes probablement plusieurs. Oui. Puis elle passe du micro à la lentille parce qu'elle est à la radio aussi. On lui demande de faire des interventions à la radio. C'est merveilleux. Moi, je suis pour ça. Je suis totalement pour ce genre d'exercice et de confrontation vers l'artiste. Et ça donne encore plus de l'espoir et de la confiance. Ceux qui réussissent, ils peuvent dire aux autres, Saïli, tu vas voir, ça peut se faire. Donc, ça revient encore, ça fait la 3e fois que je le dis pendant ton balado, si tu rêves, ça risque d'arriver. Rêve-le, souhaite-le, prie-le, travaille pour, et ça va peut-être arriver. Toi qui t'est arrivé la même chose, j'allais dire, en France. C'est-à-dire savoir que tu t'es fait connaître comme juge dans Danse avec les stars. Avec le « et ça, j'achète », c'est devenu quelque chose qui t'a amené à la publicité. En gros, tu pouvais plus ouvrir la bouche. Si tu le disais pas dans les 2 minutes, ça passait pas. C'était un peu comme Jean-Pierre Foucault avec « c'est votre dernier mot ». Sauf qu'à un moment donné, quand tu es passé sur France 2, tu l'as très bien raconté tout à l'heure, tu deviens animateur. Et c'est un autre métier. Animateur. Oui. Est-ce que tu as senti à ce moment-là, dans le microcosme en France ou quelque chose, des réticences en disant « oh là, mais il n'est pas à sa place celui-là » ou tu as été... Ça dépend. Il y a 2 niveaux. Je pense qu'au niveau professionnel, les gens, je vais dire, m'ont accepté et m'ont donné la chance, l'opportunité de faire l'exercice. Sur les réseaux sociaux, moi, j'ai été extrêmement protégé. Dans mes 10 saisons de Danse avec les stars, les gens ont été, à 99% hyper gentils avec moi. Mais quand j'ai fait de l'animation, oh là là, je ne sais pas si c'est parce que j'avais changé de chaîne ou parce que les gens ne me voyaient pas dans l'exercice. Et après, on ne peut pas prendre un commentaire et dire que ce commentaire-là est une analyse complète de 1 million de personnes. Un commentaire reste un commentaire. Ouais, surtout sur les réseaux sociaux. En général, ce sont c'est le marketeur qui parle, ce sont ceux qui sont pas contents qui s'expriment. Justement, quand c'est les gens positifs qui s'expriment, il faut vraiment qu'ils t'aiment très fort pour qu'ils le disent, que sinon, en général, quand on est content, on s'abstient. En tout cas, en France. Oui, mais moi, il avait été toujours très, très gentil avec moi. Et là, j'ai lu un pourcentage de, je veux dire, 20% de commentaires. Je n'irai pas jusqu'au mot haineux, mais vraiment déplacé. Après,
je comprends que les gens puissent m'aimer ou pas m'aimer. Et ça, c'est OK. On est dans une tribune publique. C'est grand public. Forcément, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de l'écrire? Moi, c'est OK. Après, si ça l'a libéré cette personne-là, moi, je veux pas que cette personne-là ou ces personnes-là se fassent des ulcères d'estomac parce qu'ils m'ont regardé puis ils ont eu un petit mot de cœur. Ils ont définitivement pris la liberté de le faire sur les réseaux sociaux, mais moi, je lis tout. Tu sais, je suis pas le gars qui va s'abstenir de ne pas lire, regarde pas. Non, moi, je regarde, mais je prends tout à différents degrés. Je pense que les gens ont le droit à leur opinion. Si moi, je suis dans la place publique, je dois accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et dans les commentaires, il y a peut-être des correctifs à apporter pour eux et comme pour moi. Bien sûr. Puis il y a peut-être aussi plein de gens dans ces commentaires, on va dire, peu agréables, qui avaient déjà écrit le commentaire avant même que la première émission soit diffusée, parce que c'était, et c'est là où je voulais venir, presque pavlovien, on le dit souvent en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Il sort de sa case, attention, je vise, surtout que tu étais dans une case où les gens t'adoraient. Les gens t'adoraient, donc tu me dis, oh, mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-ci? Voilà. Mais voilà, il y a une saison 2 qui arrive, c'est pas un hasard, c'est prouve quand même que les audiences sont là, que la production est là et que ça se passe bien. Ça se passe bien. Et j'ai hâte de voir. Donc c'est aussi possible là-bas, donc faites-le, bordel. Ah oui, mais ici, je travaille sur différents trucs que j'espère qui verront le jour. Il y a un passage, c'est pas nécessairement un passage obligé, mais tu vois le livre Au rythme de mes amours, que j'avais écrit un autre livre auparavant qui s'appelait Danse avec l'espoir en France. Et pour moi, ces deux livres-là étaient des mises à niveau. C'est-à-dire que quand les gens vont lire, ben ils vont apprendre plein de choses sur moi et vont peut-être mieux me comprendre quand j'arrive dans des envolées lyriques ou des émotions. Pourquoi je suis aussi ému? Ben, si on connaît pas mon histoire, moi, j'essaie toujours d'être le plus authentique possible et rester dans mon jus. Mais si on me demande de jouer un rôle, je vais le jouer, il n'y a pas de souci, là. C'est pas ça le problème. Mais dans les différentes situations qu'on m'a mis, ben, il fallait que je sois moi. Et là, je fais un drôle de parallèle boiteux, mais je me suis retrouvé sur Fort Boyard. Mm-hmm. Et j'ai un personnage qui s'appelle Garibou. Et récemment, je me suis pris la tête avec mon fils parce qu'il m'a dit « Papa, t'es allé en France puis t'as fait tous les clichés québécois. Pourquoi tu nous représentes comme ça? » Mais j'ai dit « Jean-Francis, t'étais pas fan de La Petite Vie, toi, par hasard? Hein? Ouais? Ben oui. Ben moi, j'ai fait La Petite Vie. On m'a pas fait faire La Petite Vie ici au Québec. Moi, je l'ai faite sur Fort Boyard, La Petite Vie. Je joue le trappeur rustre frustré avec le chapeau de poêle, puis les bretelles, puis la chemise carottée. Puis je mets le monde au défi de plonger dans un baril plein de sirop d'érable pour aller chercher les clés. Bref, je m'amuse. J'ai hâte à ma saison 2 de Fort Boyard parce que saison 2 de Fort Boyard, je serai un peu dans le champ parce qu'ils sont rendus à la 32e saison. Ah bah pour moi, c'est un honneur d'avoir été demandé à faire ça. Ah mais bien sûr que c'est un honneur, mais ça l'est véritablement. Tout le monde, ils sont nombreux ceux qui veulent en faire. Bah, Cyril Ferraud, avec qui tu as forcément rencontré, mais lui, c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est fait connaître. Franchement, le Fort Boyard pour lui, de tout petit, c'était un rêve. Qu'à partir du moment où il a été connu, entre guillemets, il le dit lui-même, il a fait des pieds et des mains pour participer à l'émission, et maintenant en être l'un des principaux visages, c'est une institution, Fort Boyard. Oui. C'est une institution. Puis accessoirement, c'est au large de l'île de Léron, une île qui est très chère à mon cœur. Voilà, et Boyardville qui est absolument superbe. C'est vrai que pour revenir justement à Spectaculaire ou même à ce rôle d'ailleurs dans Fort Boyard, je reviens sur l'identité québécoise. Mmh. Je me dis, est-ce que quelqu'un d'autre qu'un Québécois qui aurait eu la même opportunité que toi, c'est-à-dire qu'imaginons un danseur, voilà, connu, reconnu, tout ça et tout, qui est juré dans un talent show et tout d'un coup on lui dit,
tu viendrais pas présenter une émission sur ma chaîne? Puis attention, c'est pas n'importe quelle chaîne, hein. On se parle quand même de France 2, d'une émission à 20h50. Moi, j'ai le sentiment que tous les Québécois à qui on le proposerait diraient go, et qu'assez peu de Français diraient oui. Ah, je comprends ton... Ben, c'est peut-être le fait que... peut-être qu'on a ça dans nos veines. Non? Puis je veux pas dire ça de mauvaise façon, mais... En tout cas, je vais revenir personnellement. Je connais pas c'est quoi le sentiment de jalousie. Je connais pas trop le sentiment du tract. Je sais que le mot existe dans le dictionnaire, je sais qu'il est là. Oui, je connais la définition, je comprends. Puis je comprends qu'il y a des gens qui en sont affectés et je respecte ça au dernier degré. Puis je connais pas trop le sentiment de la peur. Je l'ai vécu quand j'étais tout petit. Puis après, vers l'âge de 9 ans, ça s'est comme estompé. Pour te donner un exemple, il y avait une émission qui s'appelle Vie ma vie en France. Oui, bien sûr. Et ils m'ont proposé boucher, urgentologue ou sauter en parachute. Donc, j'ai pris sauter en parachute. Tu vois? C'est que je sais pas, je veux pas faire de généralité parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de Français qui sont de très, très, très bons animateurs, artistes de toutes les factions artistiques et culturelles diraient oui tout de suite pour venir ici au Québec. Parce que, je sais pas que c'est une fascination, mais je pense que les Français regardent de l'autre côté de l'Atlantique et sont intrigués par le Québec. Et je pense que juste ce côté-là de curiosité, parce que du talent, ils en ont à revendre, je pense qu'ils diraient plus oui que non, moi, je pense. Oui, pour faire ici. Oui. Mais je disais, c'est en France. Si on leur proposait la même chose en France, je suis pas sûr. Parce que changer de case en France, pour n'importe quel artiste français, il sait que c'est un risque. Alors, les choses changent, hein, mais je me souviens par exemple qu'il y a encore quelques années, les comédiens, par exemple, il y avait les comédiens de télévision, oui. Et puis il y avait les comédiens de théâtre, et il y avait les comédiens de cinéma. Voilà. Et tu sortais pas d'une catégorie où de toute façon tu étais condamné à faire un four si tu osais sortir de catégorie. Et je parle même pas des critiques et de l'article dans Télérama. Je comprends ce que tu veux dire. Alors qu'ici, moi c'est comme ça que je le vois, et en discutant avec des artistes dont toi aujourd'hui, en fait j'ai l'impression que toute nouvelle proposition est d'abord perçue comme une opportunité, alors qu'en France, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la même dynamique malgré le talent incroyable, hein, il y a des gens de talent, il y en a plein, mais souvent le changement est d'abord perçu comme un risque. Il y a ceux qui vont prendre le risque, ils le disent d'ailleurs, j'ai pris un risque, mais ici on prend pas de risque. On a la chance de. Je comprends ce que on réussit, on se Ouais. plante, mais on a la chance de. Chez nous, on voit ça comme une opportunité, vous avez bien raison. Et là-bas, c'est vrai que c'est tellement compartimenté. Comme tu l'as mentionné, si on parle des acteurs, tu sais, il y a les acteurs au théâtre, des acteurs à la télé et des acteurs au cinéma, et personne ne se regarde de la même façon. Ils mangent pas à la même table. C'est fou. C'est Puis ça. pourtant, ils font le même métier. Mais je sais pas si ils ont peur de la critique des gens. Plus la perception. Tu sais, moi, j'ai toujours un problème avec les grands penseurs. Les grandes chaînes mettent souvent 1000 personnes dans un endroit avec des questionnaires. Et là, après ça, ils disent « Ah oui, on a fait des études. » Ah ouais? Moi, souvent, je me suis pris la tête avec certains producteurs et je disais souvent vous parlez tous entre vous. Moi, je fais... à un moment donné, à une époque, je faisais 25 à 30 séances de dédicaces par année. Et je voyais en moyenne 200 à 1000 personnes. Et j'avais un commentaire, un ressenti de toutes ces personnes-là. Moi, je mettais pas un tampon sur la photo, là. On avait une mini-discussion. Et j'avais ma propre analyse de qu'est-ce que les gens aimaient ou aimaient pas de l'émission ou des émissions que je faisais. Eux, je pense pas qu'ils ont cet échantillonnage-là.
Et donc, ils transposent leur insécurité aux autres acteurs ou aux autres personnes ou personnages. Et ça, je trouve ça dommage, qu'il y a des décisionnaires qui réfutent ou refusent une certaine idée parce que, ah oui, c'est ce gars-là, il pourra pas porter ce projet-là parce que ce gars-là, on le voit dans cette case-là. Mais au Québec, c'est pas pareil. On a les cases, c'est des entrepôts. c'est des bibliothèques. C'est ça ta case. Va dans la rangée B, tu vas trouver un livre qui commence par B. Va dans la rangée Z, tu vas trouver d'autres livres. Puis amuse-toi. Mais ça veut pas dire que c'est, encore une fois, que c'est synonyme de succès. Je pense qu'il y a des tentatives, il y a des gens qui te projettent comme Garibou, il est à contre-emploi. C'est un rustre personnage. C'est quelqu'un qui est rabat-joie. Garibou, c'est complètement le contraire de moi. Oui, c'est pas toi, oui, ils ont pris un risque et ça a bien marché. Les gens étaient hyper contents. Ben, j'entends souvent des artistes qui vont dire « Ah, moi, je suis tanné de faire de l'humour. On me voit tout le temps pour ce rôle-là. Moi, j'aimerais être dramaturge au moins une fois. Tu sais, j'aimerais faire mon Ciao Pantin. » C'est ça, ouais, le fameux Ciao Pantin. Oui, que les gens ne comprennent pas toujours au Québec ce que ça veut dire, mais c'est l'envers. C'est le revers de la médaille. Si tout le monde est vraiment des gens qui sont hyper tristes et hyper émotifs dans une série ou dans une fiction, ben ils peuvent être le fou du roi dans l'autre. Tu sais, je vais juste expliquer l'expression le Ciao Pantin parce que il se trouve, étonnamment, que j'ai quand même beaucoup de Québécois qui écoutent. Et Ciao Pantin, peut-être vous le connaissez, Coluche, l'un des comiques les plus populaires, les plus connus de France et encore aujourd'hui, alors qu'il est décédé en 1986. Avec les Restos du Cœur qui a créé un truc de fou. Dont je me suis retrouvé dans Les Enfoirés. T'as fait Les Enfoirés, c'est n'importe quoi, mais n'importe vrai. Quoi. Mais en tout cas, Coluche continue parce que c'est important. Et Coluche, reconnu comme comique, interprète un rôle dans un film Ciao Pantin, dans lequel il a un rôle vraiment dramatique, très noir, très très noir, et autant se le dire, il est absolument prodigieux dedans, comme acteur. Il est absolument prodigieux, mais encore plus à l'époque où il y avait vraiment le syndrome de se dire, allez, les comiques, c'est pas des gens sérieux. Souvent, malheureusement, c'est les plus sérieux. Mais les comiques, c'est pas des gens sérieux. Oh, c'est pas vraiment des comédiens. C'est pas vraiment faire l'acteur, et ainsi de suite. Là, tout le monde s'est dit, ah ouais, on peut être reconnus, nous les comiques, nous les divertissants, entre guillemets, on peut être reconnu comme quelqu'un de sérieux, comme un vrai acteur, si on a un rôle à la Ciao Pantin. Et il y a une espèce de course, un petit peu, surtout ces comiques, ces genres de divertissement, pour trouver le rôle un peu dramatique, un peu noir, qui va leur permettre d'être enfin reconnus, d'avoir un César, le prix qui est remis par les académies françaises. Bon, il y a eu quelques réussites, il y a eu un certain nombre de ratés aussi, parce que tout le monde n'a pas non plus la capacité à être. Et, il y a eu des gens du Jardin qui ont réussi. Il y a eu. C'est ça. Je veux dire, quand tu passes de Brise de Nice, où tu t'en vas avec, je me souviens pas le titre. The Artist. The Artist, oui, non, The Artist, oui. Mais il y avait aussi un autre film où il faisait un inspecteur à Marseille, qui était, il y avait la mafia. La French. La French. C'était vraiment, tu sais, je veux dire, il nous fait pas rigoler du tout, là. Ouais. Puis, un autre film dans lequel il fait pas rigoler, que je te conseille, Contre-enquête. Ça a été son premier rôle, à ma connaissance. Peut-être un petit peu, un peu noir. Je peux pas te raconter le film, sinon je te dévoile tout. D'accord. C'est un peu comme Usual Suspect. C'est-à-dire que, à la fin, tu te dis, mais putain, mais c'était évident, je le savais depuis le début. Mais personne ne l'avait vu venir. Oui, quelques-uns y arrivent. Mais ce qui est triste, c'est que la plupart le recherchent. C'est ça. Je pense qu'il faut pas. Et après, je peux comprendre. Exemple, on a une Sarah-Jeanne Labrosse qui est absolument délicieuse, délectable. Et puis en plus, Sarah, tu la vois le matin à 8h ou à 20h le soir ou 3 jours plus tard, c'est la même meuf. C'est la même fille. Elle est entière, elle est unique. Et elle, cette année, elle a joué dans notre Bye Bye à nous, qui est le programme où, si nos amis français écoutent, c'était l'ancien, on peut dire, quand Arthur faisait
il faisait son émission qui disait, c'était quoi, au revoir 2000 quelque chose. Pas Oui, l'émission en fait avec laquelle il clôturait l'année et il lançait l'émission du Nouvel An. Effectivement, beaucoup de sketchs, choses comme ça. Mais ici, c'est beaucoup plus scénarisé. Ah ben oui, ici, c'est c'est on une reprend institution. l'actualité. On reprend l'actualité d'un an et on la joue en satire, en comédie. Et Sarah Jeanne a été géniale dans ce rôle. Pourtant, elle a fait des rôles beaucoup plus sérieux. Et je trouve que ça montre, encore une fois, comment, s'il y a un bon réalisateur, un bon producteur qui croit, s'il y a les bons textes, quelqu'un peut vraiment rayonner de toutes les façons. Et tu disais, en parlant de Sarah Jeanne, tu disais, c'est exactement la même fille si on la croise le soir, le matin et tout. Je te renvoie le compliment, je pense que toi, c'est à peu près pareil. Depuis un peu plus d'une heure qu'on est là, je n'ai pas l'impression que le Jean-Marc que j'ai vu à la télé jusqu'ici est différent de celui que j'ai en face de moi. Et ça m'amène au dernier point que j'avais évoqué au tout début de l'émission, la sincérité. Il y a une sincérité chez les artistes québécois. Et pour en revenir à toi, je me souviens de Danse avec les stars. Je sais plus quel artiste venait de performer devant toi et tout d'un coup, toi qu'on te voyait toujours rigolo, exubérant, taquin avec Chris Marquez, avec les autres juges, là tu fonds en larmes tout simplement et tu pars dans un monologue où tu expliques une forme de détresse, le manque, l'amour, la culpabilité quelque part. Et alors, c'est des choses que tu as, j'allais dire, retraitées encore et encore dans ton livre. Mais c'est ça, il y a une sincérité dans les artistes québécois. Tu dis souvent, je fais le show, mais en même temps, c'est toujours toi. C'était Amel Bent, une performance d'Amel Bent qui était avec Christophe Licata. Et quand je la regarde danser, je pense à ma femme. Et aussitôt que je pense à ma femme, je pense à mon fils et à ma fille. Et je pense ce sentiment de culpabilité, d'être là, d'avoir un siège, une place de luxe dans une émission hyper prisée, regardée, adulée par certaines personnes. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu parles d'authenticité. Je pense que l'authenticité doit être vraiment reliée à tes sentiments, à ton âme, à ton cœur, à tes amours. Et j'essaye d'être le plus souvent possible, oui, dans la vérité. Mais après, je suis conscient il y a un investissement qui est fait en moi pour le divertissement. Donc, je suis pas là pour faire pleurer les gens. Je suis là pour que, tu sais, le mot divertir, je pense qu'à la base, il est plus proche du mot sourire que du mot pleurs. Oui. Mais, n'en reste pas moins qu'il faut être capable de vivre le moment après. On vit dans le moment présent. Et donc, si je suis ému, je suis ému. Mais après, il faut vivre avec les commentaires de nos copains, puis des personnes qui disent, il faut que tu ailles voir un psychologue, là, Jean-Marc, t'as un problème là, d'émotion. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Tu sais. Mais c'est vrai que je suis tout le temps à fleur de peau, puis ça me gêne pas non plus. Puis il y a d'autres personnes qui vont le garder à l'intérieur. Ils le donneront pas parce qu'il y a de la pudeur. Moi, il y a pudeur pour que je le fasse. Je ne calcule pas quand ça va arriver. Si ça arrive, ça arrive. Puis je veux pas dire que c'est à prendre ou à laisser, là. Mais je suis comme ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans dire que je suis le plus connu des inconnus, c'est un petit peu moins vrai. Oui. Mais je prétends pas que les gens me connaissent, mais ils me connaissent un peu plus. Et je pense que je vais continuer à être comme je suis. Et la vie, elle-même, va me dire non. La vie, elle va arriver puis elle va dire, Jean-Marc, tu peux faire d'autres choses, mais ça, tu peux plus le faire. Ou ça, tu l'as fait, maintenant, faut que tu fasses d'autres choses. Donc, j'ai l'intention de vivre à 1000% chaque opportunité qu'on va me donner. Puis si ça veut dire qu'il y a quelque chose, une musique qui me touche, ou un mouvement qui me touche, ou quelqu'un qui me parle qui me touche, ça se pourrait que je me déshydrate.
Ça se pourrait que mon niveau de fluide diminue dans mon corps et augmente sur la table en face de moi. Mais c'est ça. Ouais, je crois que ça s'est bien ressorti. On en revient à la première émission de Révolution cette année sur les e-legs où, en plus, ça touchait le handicap. Voilà, on a senti que tout le plateau était accueilli, mais alors toi, tu l'as pas faim. Personne, je crois. Mais je trouve que t'en es l'incarnation. Je suis content de parler de ça avec toi, mais j'y trouve un certain trait de caractère québécois, dans cette capacité à être, en tant qu'artiste, en tant que personnalité publique, être comme on est. La vie de Céline Dion, alors c'est peut-être particulier, mais j'ai l'impression que tout le monde la connaît, mais dans le moindre recoin. Tout. On connaissait sa maman, on était invité à la maison derrière. Bon, nous, en France, elle a été surtout invité chez Michel Drucker. Mais, et les artistes ici, je les vois beaucoup passer dans des émissions et tout pour parler de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, avoir parfois des engagements sur des choses qui se passent. Et toi, lorsque tu as fait la promotion du livre, Au rythme de mes amours, évidemment, dedans, tu parles de France, de cette déchirure dont tu as parlé tout à l'heure. Je t'ai pas posé la question, mais je te la pose maintenant. Tu aurais pu danser avec quelqu'un d'autre? Oui, j'aurais pu. Non, physiquement, oui. Mentalement, non. Mais c'est compliqué à expliquer la connexion physique qui est reliée à quelque chose de très artistique, on va dire, mais aussi très sportif. C'est pour ça que ça s'appelle la danse sportive. Vivre autant intensément des mouvements et des actions. Trouver la personne avec qui tu partages. J'ai dansé avec d'autres femmes, j'ai dansé avec des gars où j'ai eu un plaisir fou, mais retrouver l'essence même, c'est... Je vais faire un comparatif, mais tellement boiteux, mais bref, je présume qu'un pilote de Formule 1, quand il a connu la Formule 1, quand il a connu l'exaltation, la vitesse, toute la technique qui est en arrière, toute l'ingénierie derrière, même si on lui offre une belle Mustang, on lui dit, là, tu vas te promener dans une Ferrari Dino. Je pense que quand tu es allé sur une Formule 1 avec tous des fous alentour de toi, que tu as mis la pédale au tapis, que tu n'as même pas pensé, tu ne sais plus si ça va passer entre la voiture puis le mur, puis tu y vas puis ça passe. Je suis pas sûr sur la route, tu vas ressentir les mêmes choses. C'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à Alain Prost. Alain Prost, grand pilote de Formule 1, on l'a vu aller à des vitesses absolument incroyables, oui. Le professeur. Et Alain Prost, dans tous les reportages qu'il a fait depuis, il le dit, lui, il roule en voiture familiale. Il a bouffé les limitateurs de vitesse. Enfin voilà, il a une conduite hyper sécuritaire. C'est pas celui qui va se prendre une Ferrari, une Porsche et tout, et qui va essayer d'aller revivre des émotions que de toute façon il ne revivra jamais. Donc c'est autre chose. Non, c'est ça. Et aussi cette comment dirais-je, la connexion physique, mentale, émotionnelle, inexplicable. Et en plus, la dualité de danser avec une femme aussi forte que France. Parce que ça n'a pas toujours été un beau... une rivière très calme. Non, on a vécu des torrents, des tsunamis. On s'est pris la tête plus souvent qu'autrement. Et elle m'a fait grandir. Bon, pas de taille, on va dire, parce que ça... Je comprends ton souci. Ça, j'ai pas été extrêmement gâté, les gars. Mais bon, bref, elle m'a fait grandir comme homme et elle m'a fait devenir un homme. Puis, mais après, il y a une chose, puis ça, c'est hyper important. Tu sais, il y a deux choses. Il y a une chose qu'on a évoquée et l'autre qu'on n'a pas évoquée. France, c'est aussi les 4 saisons. Ce qui m'a forcé à devenir aussi les 4 saisons. Quand elle me tient tête, c'est l'hiver, man. C'est l'hiver. Et quand tout se passe bien dans la chambre à coucher, c'est l'été. Mais il y a les entre-saisons. Ça va se passer ou pas se passer? Ma femme, il n'y a jamais rien qui est gagné d'avance.
l'hiver, tu sais, on devient pas dépressif en hiver parce qu'on sait que le printemps va arriver. Si tu sais qu'il va arriver, c'est espoir qu'il va arriver. Puis l'été, tu t'en fais pas avec, la vie va te complètement changer. Non, parce que l'automne va arriver. Puis ça, c'est important, les 4 saisons. Puis l'autre chose qui est important, c'est peut-être une chose qui nous unit tous, les Québécois. Je vais le dire comme ça, mais il y a toujours un enfant qui sommeille en nous. Moi, je suis un étudiant de la vie. Puis j'espère que je le serai éternellement. Je chanterai jamais, je sais. Je chanterai pas cette chanson-là parce que je sais pas. Cette chanson se termine par « Je sais qu'on ne sait jamais ». Exactement, et t'as raison. Et c'est pour ça que tu vas peut-être te dire c'est relié à ma taille, mais il y a toujours un enfant qui sommeille en moi. Non. Puis qui a envie d'un nouveau défi ou de se faire prendre par la main, de commencer à marcher et éventuellement à courir et je sais pas comment, mais voler. Mais c'est vrai que c'est très québécois. Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est très québécois parce que même dans un tout autre univers, quand je regarde les profils des gens que je côtoie en marketing, en communication et des choses comme ça et tout, je regarde leurs profils sur LinkedIn et ils reprennent tous les études, mais régulièrement. Parfois dans des matières qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais avec cette soif d'apprendre qui est tellement typique de l'enfance et qui est cultivée, qui est cultivé, qui est arrosé, qui est fait pour s'épanouir ici. Tu parles de culture et j'ai eu un choc quand je suis arrivé la première fois en France en 2011. On vient me chercher à l'aéroport. On passe par le Trocadéro parce que moi, j'ai un petit hôtel que j'aime beaucoup. Je suis là depuis 2011. Le Baltimore, en tout cas, bref, une histoire courte. On passe la place du Trocadéro où il y a les deux musées, le musée de l'homme ou le musée... musée de l'homme, oui. Ouais, l'homme. C'est marqué 1000 ans d'architecture. 1000 ans d'architecture. Nous, on fête le 350e du Québec. Tu dis, attends, eux sont rendus à 1000 ans d'architecture. C'est qu'on est encore des enfants par rapport à... Et la beauté de ça, c'est que ne vieillissons pas trop rapidement. Parce quand on est trop vieux, on se dit on ne peut plus. La vie va nous arrêter tout seul. Arrêtons-nous pas nous-mêmes. Mettons-nous pas des barrières. La vie va nous le dire tout seul que je peux pas sauter aussi loin que je sautais ou aussi haut. Mais ça se pourrait que je peux maintenant creuser plus creux ou faire du droit à gauche que je faisais pas avant. Puis le faire à ma façon. Et la vie, des fois, elle te dit, tu sais quoi, tu vas te mettre sur pause. C'est l'autre chose dont tu as parlé dans des interviews et que tu développes dans le livre, le Covid. Et en fait, j'ai entendu très peu de personnes le dire avec autant de sincérité que toi. Et pourtant, je pense c'est quelque chose d'assez commun. Tu exprimes vraiment la douleur, la souffrance que tu as engendrée, toi qui es, je peux le dire, un poil hyperactif, ce vide, ce plus rien, ce pas de projet parce qu'on sait pas de date. T'as eu, quand je parlais de sincérité, cette sincérité de le dire, et j'étais surpris quand je te voyais en interview, enfin, surpris non, tu parlais de ça, et puis tout le monde, l'intervieweur, tous les gens qui sont autour disent « Ah ouais, ah bah oui, ouais. » Mais tu poses les mots. Ça... L'immobilisme, ça me réussit pas beaucoup. Mais je sais qu'un jour, on va y faire face. Après, je me suis remis à analyser tous les choix que j'avais fait dans ma vie. J'ai fait un choix à l'âge de 18 ans. Je voulais être architecte, ingénieur, et j'avais la femme de ma vie qui dansait et que je voulais danser avec elle encore. Et je me suis dit, je peux toujours retourner à l'école. Mais cette carrière-là de danse, il faut que je la vive maintenant. Et là, j'arrive en pleine pandémie, je me dis, est-ce que j'avais fait les mauvais choix? Je me suis remis en question. J'ai vécu... Mais on est quoi, 30 ans, 35 ans plus tard? Oui. Et tu te poses quand même la question. Oui, parce que ça, c'est une autre chose. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On est champion d'un soir. Si je suis bien vu par rapport à l'émission Révolution, ben, chaque épisode, il faut que je retourne, il faut que je sois... faut que tous mes chakras soient bien alignés pour que j'amène la meilleure
les meilleurs commentaires pour que la personne puisse avancer, parce que c'est pour ça qu'on m'assoit. On me demande pas de juger, on me demande d'utiliser la maîtrise que j'ai eue au profit des autres. C'est pas juger t'es bon ou t'es pas bon. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Et donc, quand tout s'arrête avec la COVID et tout, la remise en question est toujours sur ce que je viens de finir d'écrire ou ce que je viens de finir de dessiner ou ce que je viens de finir de peindre. Je recule et après, je laisse les autres juger. Mais moi, je suis... Et je pense que ça aussi, c'est propre à tous les Québécois. On a autant d'autodérision que d'auto-jugement. Donc, on va se regarder, on aurait pu être meilleur. On dira pas, ben c'est les autres qui nous ont pas bien compris, on a été mal cités, il faisait chaud, il faisait froid. Non. On va dire, j'étais bon ou j'étais pas bon. Moi, j'étais un yes man, mais pas un yes man qui va faire n'importe quoi, là, mais moi, s'ils sont assez fous pour me demander de le faire, moi, je suis assez fou pour le faire. Après, je regarde, je dis, j'aurais pu être meilleur, j'aurais pu répondre aux questions plus... ça aurait pu être plus concis, plus précis, j'aurais pu apporter cette lumière ou mettre de l'ombre sur ça, c'était pas obligé d'en parler. Bon, bref, après, je me juge, puis après ça, je me dis, je l'ai fait avec mon cœur. Donc, si c'est ça qui a sorti, c'est ça qui a sorti. Mais comme je reviens à la pandémie, ça m'affectait émotionnellement et je voulais pas que ma famille paye pour ça. Donc, j'allais dans le garage avoir mes petites larmes, mes petits pleurs, je revenais avec l'énergie, puis on faisait de la bouffe pour la famille, on faisait plein de choses. Mais après, je me suis reconnecté à ma petite fille, je me suis reconnecté à ma femme, parce que, faut se le dire, cette vie de saltimbanque, elle est, elle est riche, elle est le fun, elle est exaltante, mais au prix des fois de la famille. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que ça a été pour tout le monde une drôle de période, et alors pour les artistes. Mais toi, au moins, tu l'as dit. Toi, j'ai vu beaucoup d'artistes qui l'ont caché d'une certaine manière. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes se sont mis à YouTube pour garder un lien et tout, mais ils sont peu, même ceux qui l'ont fait, à avoir dit que bordel, ils l'ont fait, mais ils ont souffert quand même, quoi. Et je pense que la plupart ont souffert parce que quand on est habitué à aller sur scène régulièrement, quand on est habitué à avoir un carnet de balles qui est rempli pour les 3 prochaines années et tout d'un coup, tout s'annule. Et tu le disais très bien d'ailleurs au début quand tu fais Danser avec les stars, quand tout est au vert et tout d'un coup on dit hop, non, là cette année là on sait pas, ça va pas être. Donc si tu as la chance, vas-y go, parce que là on sait pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi que j'ai accepté de faire Spectaculaire. Parce que pendant la pandémie, j'ai réalisé encore plus qu'est-ce qui se passait dans ma famille, dans ma maison. Je te dis pas que ma femme elle me cachait rien, elle m'a rien caché, mais quand tu le regardes dans un petit téléphone en FaceTime, et quand tu le vois en 3D dans ta maison, là, moi je voyais des révolutions d'émotions là chez moi là, je les voyais. C'est pour ça que j'ai décidé d'accepter Spectaculaire et de ne plus refaire Danse avec les stars, parce que partir 3 mois, je peux plus le faire. Je l'ai trop vu qu'est-ce que France fait. Donc, il faudrait que si je referais un jour Danse avec les stars, il faudrait vraiment que ce soit dans un autre mode, que je revienne tous les semaines, mais ça serait impossible. Ouais, encore plus effectivement en ce moment, avec les tests, les machins, les trucs, les quarantaines. Surtout qu'au début, il fallait passer 14 jours de confinement. Comment j'aurais pu faire ça? Ouais, non, impossible. Ouais, ça, j'ai connu ça aussi, toute possibilité. Alors moi, c'était pas pour professionnel, mais même sur un plan personnel, toute possibilité de déplacement, de retour pour voir la famille, mais juste impossible puisque la quarantaine faisait que il y a rien qui était gérable. Il y a rien qui était gérable, et dans ton cas, évidemment, c'est encore plus criant. J'ai 3 dernières questions. Je vais essayer d'aller vite parce que tu m'as déjà accordé un temps absolument incroyable. Et tu vas bientôt battre le record de l'émission, un record de plus pour toi. Première question, toi qui passes ta vie dans les avions, même si maintenant tu passes peut-être un peu moins longtemps dans la durée en France, mais tu es toujours là, tu reviens à l'instant, oui. Au jour où on enregistre, ça fait quelques jours que tu es revenu. Famille mise à part, parce que je pense qu'on a tous bien compris que c'était ton moteur à toi, ton cœur, qui était avec eux. Quand tu es en France, qu'est-ce qui te manque le plus du Québec?
honnêtement, je suis en France, c'est une question de choix. Je veux être là. C'est triste, mais quand je suis à quelque part et que je veux être là, il me manque rien. Je me donne, je construis dans un autre pays, on me donne une opportunité incroyable. J'ai très, très, très peu de regrets dans la vie. Et, mis à part, comme tu l'as dit, ma famille, il me manque rien. Bon, du coup, ça flingue un peu ma deuxième question, qui était à savoir quand tu étais au Québec, qu'est-ce qui te manquait d'ailleurs? Donc... Ah, mais là, elle est différente. Ah! Quand je suis au Québec, parce que, faut dire que, et on l'a évoqué à maintes reprises, j'ai eu des opportunités de me réaliser dans plusieurs pays. C'est devenu, je dis pas une drogue, mais c'est devenu quelque chose. C'est des défis différents. Ici, si je fais quelque chose, je suis jugé automatiquement de mes pères, de mes mères, de mes frères, de mes sœurs, de mes cousins, des gens que je connais pas. Quand je vais en France, vu que, comme on a évoqué, c'est local, je fais une bourde là-bas, elle reste là-bas. Ça me manque. Je te comprends tellement. Ça me manque. Je te comprends tellement. Moi, j'ai commencé la radio quand j'avais 13 ans. Juste pour parler de moi un petit peu. Alors, évidemment, j'étais un poil plus jeune que maintenant, donc plus immature, mais tu parlais de track tout à l'heure. Moi, j'étais bouffé par le track. Et j'étais bouffé par le track, donc accessoirement excessivement mauvais, parce que je m'en foutais qu'il y ait 100, 200, 300, 2000, 4000, 10 000 personnes qui m'écoutent. Moi, je savais que pouvaient m'écouter ma maman, mon papa, Pépé, Mémé, et éventuellement la fille sur laquelle j'avais des vues en ce moment. C'est clair. Voilà. Et ça me coupait les ailes, et j'étais mauvais comme un cochon. Et depuis que j'ai repris le micro, et notamment depuis que je suis arrivé au Québec, tranquille au bilou, ils écoutent pas, c'est pas grave, mais je suis tellement plus détendu, à mon humble niveau. Alors j'imagine que quand on est sur des programmes comme les tiens... 10 ans de Danse avec les stars, on faisait 10 à 11 primes par année, je t'explique. Et toutes les conneries et toutes les situations qui se sont... Ah, il y en a eu, hein. Ah, il y en a eu. Mais là, on est à 2 pas du petit cinéma maison où toute la famille se réunit pour écouter Révolution ensemble. Je te dis que je passe un vilain quart d'heure quand je prends pas la bonne décision. Pour eux, là, hey, je le lis en direct, là. Ah oui. En France, là, j'étais triste parce que je retournais dans ma chambre et j'étais tout seul et je pouvais pas partager ni mon bonheur, mais non plus mes malheurs. Mais ici, on partage tout. C'est quand je suis chez moi, ce qui me manque, c'est ce drôle d'anonymat ou de ce côté caché de ce qui se passe. Mais bon, je vais dire qu'un pourcentage très positif, il se passe des belles choses pour moi, donc j'aurai des belles choses à partager. Oui, c'est bien. Puis, globalement, sur Révolution, en plus, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça doit bien se passer quand même en famille. Ça se passe bien. Dernière question. Alors. On en a beaucoup parlé. Tu es un homme de défi. Tu es un homme d'opportunité. Tu as dit, je suis un yes man. Mais un yes man, mais attention, quand même, pas tout. Oui. On ouvre le champ du possible. Si demain, j'étais capable de t'ouvrir une opportunité, absolument, quelle est l'opportunité la plus improbable possible et celle à laquelle tu ne pourrais absolument pas dire non, quoi qu'il en coûte? Le rêve de quelqu'un qui a déjà beaucoup rêvé sa vie, mais qui a réalisé ses rêves. Le rêve qui reste... D'être un acteur reconnu. D'être sous l'aile d'un grand réalisateur, autant québécois, canadien, américain ou français, qui me donnerait l'opportunité de me réaliser et de me pousser, pas dans mes retranchements, mais me pousser à exploiter, si talent il y a, de le mettre sur le grand écran. Ça, pour moi, ça serait... Je suis en train de discuter avec des gens qui sont quand même assez influents dans le cinéma français. Et on parle, mais j'aimerais qu'on passe des paroles aux actes. Et j'aimerais que ça soit dans un avenir rapproché. Mais
j'aimerais être vu comme ayant les capacités d'être un acteur. Je sais pas pourquoi je sens que ça va se faire. Je croise mes doigts. Non, je sens que ça va se faire. Jean-Marc, c'était un véritable bonheur. Jean-Michel, tu sais, j'ai écouté ton podcast avec Kim et je sais que tu dois l'entendre souvent, mais tu as une voix radiophonique absolument parfaite, mais il y a aussi un calme dans ta voix, il y a quand même une notoriété, il y a une bienveillance et c'était un plaisir et je souhaite à plusieurs de mes amis québécois, canadiens qui viennent ou à l'international de passer du temps avec toi parce que tu es un homme merveilleux, fantastique. C'est gentil. Écoute, je réagis toujours très mal aux compliments. C'est mon côté franchouillard. Je ne sais pas mais franchement, tu n'imagines pas à quel point ça me touche. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Ciao. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.